mesdames, messieurs, bonjour. Alors, en premier lieu, on vous doit quelques explications, puisque vous constatez que ce n'est pas le président qui est en train de vous parler, c'est le vice-président. Alors, je vous rassure, c'est pas un putsch. Jacques Coton a eu des problèmes de santé tout récemment. Il a été hospitalisé à 2 reprises, il est sorti de l'hôpital il y a 48 heures. Et il est encore un petit peu fatigué, on va dire, et je ne suis pas certain qu'il viendra ce soir. En tout cas, il nous a chargé de préparer cette Assemblée Générale à sa place. En tout premier lieu, je voudrais remercier les personnes qui sont présentes, ainsi que celles qui n'ont pas pu venir, mais qui ont envoyé un pouvoir. Je remercie plus spécialement Madame Darbon, adjointe au maire, déléguée à l'action sociale et au logement, Madame Catherine Minguet, qui est directrice adjointe de la Direction départementale de la protection des populations, DDPP, Monsieur Patrick Poissando, directeur départemental de la Banque de France, et il était annoncé Monsieur Éric Dubiel, je ne sais pas s'il est arrivé, apparemment non. Monsieur Éric Dubiel, directeur de l'Agence locale de l'énergie et du climat de l'Ain, Alex 01, qui n'est pas encore arrivé. Je remercie aussi Michel Namy, président de l'AL de Grenoble, association locale de l'UFC Que Choisir de Grenoble, qui est accompagné de Nicole Privier. Merci pour votre présence. Dans un souci d'éco-responsabilité, il a été délibérément décidé de ne distribuer ce jour aucun document papier. Tous les documents sont disponibles sur le site de notre association, à notre adresse 1.ufcquechoisir.fr. Pour les personnes qui ne sont pas équipées d'Internet, notre secrétaire Fabienne, où est-ce qu'elle est? Elle lève le doigt, voilà, Fabienne est derrière l'ordinateur, donc éventuellement Fabienne peut leur faire parvenir par courrier les documents souhaités. Je rappelle les règles de fonctionnement, seul le renouvellement du CA s'effectue à bulletin secret, tout le reste est à main levée. Je propose Henri Pinet comme président de séance. Alors pourquoi Henri Pinet? Parce qu'il a l'habitude de cette fonction, il manipule ça avec dextérité toutes les années. Est-ce que quelqu'un est contre? Est-ce que quelqu'un souhaite proposer une autre candidature? Donc, adjugé, félicitations M. Pinet, et je vous passe la parole. Merci bien. Eh bien, je vais présider cette séance. Bonsoir à tous. C'est assez fort. Oui, ensemble. Oui, bonsoir à tous. Écoutez, pour commencer cette Assemblée Générale, la première chose que l'on doit faire, c'est approuver les comptes rendus de l'Assemblée Générale de l'année dernière, dont c'est procès verbal de séance de l'association UFC. De l'an passé, il y avait une Assemblée Générale extraordinaire et une Assemblée Générale ordinaire. Normalement, tout le monde a dû recevoir ce procès verbal et il faut simplement, formellement, les approuver. Alors, est-ce qu'il y a des oppositions pour l'approbation de ces procès-verbaux? Des abstentions? Donc, ces procès-verbaux sont acceptés. Je vous remercie. Donc, avant de commencer la séance, il faudrait aussi nommer 2 assesseurs qui vont aider M. Michel Bost pour le dépouillement des votes du CA qui auront lieu en fin de séance. Il y a 2 personnes volontaires, c'est pour le dépouillement. Donc, vous avez un monsieur. Oui, monsieur. Oh non. Et une autre personne, s'il vous plaît. Bon, c'est un quart d'heure de petit travail. Madame, c'est gentil, merci bien. Vous prenez les noms de madame et de monsieur, au moment opportun. Vous aurez un petit travail à faire d'un quart d'heure. Je vous remercie. Et donc, il nous faut une secrétaire de séance et je propose Béatrice Dumas, qui est à ma droite, de prendre les notes qui vont se produire pour cette séance, étant donné également qu'on aura un enregistrement pour des choses un peu plus compliquées si besoin. Très bien. Donc, oui. En ce qui concerne les questions qui sont dans la salle, c'est Monique Mignot qui a
micro et qui pourra le passer au fur et à mesure des besoins dans la salle. Et également l'urne, tu as un gros travail à faire. Très bien. Alors maintenant, je vais passer la parole au président qui va exposer le déroulement de cette assemblée générale. Le président. Merci. Donc, notre assemblée générale va se dérouler selon la séquence suivante. Je vous lirai d'abord le rapport moral et d'activité. Ensuite, Marc Géminier nous lira le bilan financier, puis le budget 2019, bilan financier 2018 et budget 2019. Je reprendrai la parole pour vous lire le rapport d'orientation et on procédera à ce moment-là au renouvellement du CA. Donc, on commence, si vous le voulez bien, par le rapport moral et d'activité pour l'année 2018. Alors, on salue notre président qui vient nous rendre visite et on l'applaudit. On va lui laisser le temps de s'installer. Je mets où? Vous mettez devant, hein? Je vous mets devant. Pas derrière le pilier. Non, mais je peux mettre là. Ça va? Voilà. Voilà, ça va. Donc, rapport moral et d'activité pour l'année 2018. En préambule, je voudrais dire que sous l'impulsion de notre président Jacques Coton, nous nous sommes efforcés en 2018 d'identifier les forces et les faiblesses de l'association. Nous en avons conclu qu'il était nécessaire de miser sur l'innovation, sans oublier toutefois nos valeurs essentielles, la défense des consommateurs, l'indépendance et le militantisme. Actuellement, notre association compte 874 adhérents. Le nombre d'adhésions comptabilisées en 2018, 260, a été supérieur au nombre d'adhésions comptabilisées en 2017, 244. En revanche, nous avons constaté sur la même période une baisse de 7% des réadhésions. Ces défections, nous l'avons constaté, concernent pour l'essentiel des adultes jeunes. Nous supposons qu'une fois leur litige réglé, ils ne jugent pas utile de renouveler leur adhésion. En somme, ils sont consommateurs de nos services, mais ils ne sont pas encore militants, il nous faudra les convaincre. Le nombre de nos bénévoles, et ça c'est une bonne nouvelle, est passé de 46 en janvier 2018 à 63 au 31 décembre. Donc on se mobilise beaucoup à l'UFC Que Choisir de l'Inde. Les conseillères et conseillers ont traité cette année 757 dossiers dans les permanences et en ligne. Nos enquêteurs ont été mobilisés à plusieurs reprises. Nos dernières enquêtes ont concerné les circuits courts, les vélos électriques, les produits biologiques. Nos représentants des usagers œuvrent dans différents établissements de santé du département pour y défendre les droits des usagers et la qualité des soins. Souhaitant nous investir davantage dans le domaine environnemental, nous avons créé en septembre dernier un groupe environnement composé d'une dizaine de bénévoles. Les captages d'eau prioritaires du département et les mesures qui sont prises pour les protéger des pollutions sont l'objet de leurs premiers travaux. Nous attendons de notre groupe environnement qu'il soit lanceur d'alerte et qu'il intervienne efficacement au sein des instances compétentes du département pour devenir un acteur local incontournable quant à la défense des intérêts des citoyens. Une de nos bénévoles est administratrice de l'AGLCA, Agence pour la gestion, la liaison et le conseil aux associations, au sein de laquelle se trouvent d'ailleurs nos locaux et qui gère la salle où nous nous trouvons actuellement. Notre président Jacques Coton
nous représente auprès de la Commission départementale des aménagements commerciaux, CDAC, qui délivre, comme vous le savez, les autorisations d'ouverture des magasins ou de commerce d'une surface supérieure à 1000 m². En 2018, nos bénévoles se sont mobilisés pour représenter l'UFC Que Choisir de l'Ain à l'occasion de diverses manifestations, comme le Printemps des consommateurs ou la rentrée des associations. En novembre 2018, nous avons organisé, avec la participation d'une juriste, Madame Levé, une conférence débat sur la fin de vie, directive anticipée. Une conférence très appréciée du public, en ont témoigné les nombreuses et intéressantes questions de la salle à cette occasion. Nous avons fait paraître en 2018 2 numéros de notre revue interne Inconso. La maquette s'est modernisée et le contenu s'est enrichi d'une page santé. Notre association locale met tout en œuvre pour répondre à la demande des adhérents bénévoles en matière de formation. Ainsi, en 2018, les stages proposés ont eu pour thématique formation à l'accueil et à la prise de rendez-vous sur le logiciel Gestal, notre logiciel interne, découverte de l'UFC Que Choisir, comment animer un groupe de consommateurs, formation des conseillers litiges à l'assurance emprunteur, formation des conseillers litiges à la copropriété. Notre secrétaire Fabienne Sabatier, a bénéficié quant à elle d'une formation sur notre logiciel intitulée « Nouveau parcours Gestal ». Nous avons participé activement aux travaux de l'Union régionale Rhône-Alpes de l'UFC Que Choisir, qui est en passe de devenir l'Union régionale Auvergne-Rhône-Alpes. Nous sommes en relation étroite avec d'autres associations locales de la région, ce qui nous permet d'envisager une mutualisation de certains moyens. Je pense notamment au recours éventuel à un juriste susceptible de répondre aux questions de nos conseillers litiges. Au sein de la composante santé de cette même union régionale, nos représentants des usagers ont contribué à élaborer une plaquette traitant des perturbateurs endocriniens, sujet à la mode, et à juste titre, plaquette que nous envisageons de diffuser à court terme. Au plan national, cette fois, nous participons chaque année en juin à l'Assemblée générale de notre fédération. En septembre, notre président Jacques Coton s'est impliqué dans une démarche nationale intitulée « État des lieux du mouvement ». C'était un recueil des particularités et des difficultés éprouvées au sein de toutes les associations locales. Et il est prévu, après synthèse de ces données, d'élaborer un nouveau projet associatif global. Pour travailler dans les meilleures conditions, nous avons fait l'acquisition d'un système de téléconférence, on appelle ça une pieuvre, qui nous permet, si besoin, de dialoguer à distance. Jusqu'à 7 interlocuteurs distants peuvent communiquer simultanément avec notre salle de réunion. C'est bien sûr une économie notable de temps et de frais de transport. Alors, je ne sais pas si je peux, pour la petite histoire, mais ça restera entre nous, notre président a voulu baptiser notre pieuvre Joséphine, mais malheureusement, il ne nous a pas encore éclairé quant aux motivations de ce choix. Donc, on reste très perplexe. Pourquoi Joséphine? Il faudra absolument qu'on sache. Toujours dans le domaine matériel, le logiciel Gestal, mis en place par notre fédération et utilisé par toutes les associations locales, est devenu un outil incontournable, aussi bien en ce qui concerne la gestion de notre association que pour le traitement des litiges qui nous sont soumis. En conclusion, je dirais que cette année 2018 aura été riche pour notre association en initiatives et réalisations de toutes sortes. Nous avons donc résolument tourné le dos à la période de turbulence qui avait marqué l'année 2017. Il faut en remercier avant tout nos bénévoles qui se sont impliqués avec enthousiasme. Il faut en remercier aussi Jacques Coton qui nous a fait partager son dynamisme et sa volonté de redresser la barre. Je vous remercie. Et je passe la parole à Henri. Merci pour ce rapport moral et d'activité. Donc, est-ce qu'il y aurait des commentaires ou des questions sur ce sujet-là, sur ce que vient de soulever Daniel Mestlé, différents points? S'il n'y a pas de commentaires ou questions, on peut considérer que ce rapport moral et d'activité est accepté par l'ensemble de la
est présente, c'est-à-dire il n'y a pas d'opposition, pas d'abstention. Eh bien, merci. Donc maintenant, nous allons passer au bilan financier 2018 et pour cela, je vais passer la parole au trésorier Marc Gély. Bien, eh bien, bonsoir à tous. Alors, pour l'exercice 2018, j'étais trésorier depuis le 1er janvier 2018, et j'ai le plaisir de vous annoncer qu'en fin d'année, eh bien, le compte était quasiment à l'équilibre, c'est-à-dire qu'on a terminé à moins 598 € pour un budget qui dépasse 42 000 €. Nous avons donc les charges qui sont des charges quasiment incompressibles, classiques. Le produit c'est plus aléatoire parce que ça dépend à 60% à peu près de nos cotisations, donc les cotisations des adhérents. Et je dis c'est aléatoire parce qu'effectivement le nombre d'adhérents on fasse attention parce qu'il est fluctuant. Et puis on dépend aussi des subventions de l'État, donc subvention des associations, subvention aussi de la DGCCRF. Et puis on a un emploi aidé. Donc cette année, il y a eu un premier changement puisque, comme vous le savez sans doute, les emplois aidés tendance à disparaître, c'est-à-dire que l'aide diminue et c'est ce qui a commencé le 1er avril 2018, c'est-à-dire qu'on a déjà perdu la moitié de l'aide. Et puis, on a la chance que, pour 2018, on a conservé la moitié de l'aide, donc l'aide entière, on va dire du 1er janvier au 31 mars, et une demi-aide entre le 1er avril et le 31 décembre. Oui, allô? Vous m'entendez? Je disais qu'on a un emploi aidé. La particularité en 2018, c'est que le premier trimestre, on a eu une aide identique à celle de 2017, alors qu'à partir du 1er avril de 2018, on a perdu la moitié. Donc malgré tout ça, on a terminé les comptes, je vous dis, quasiment à l'équilibre, puisque pour un budget de 42 000 €, on a terminé à moins 598 €, ce qui est correct. Le souci qu'on doit avoir, c'est pour le bilan prévisionnel de 2019, puisqu'en 2019, dans la même... Ah oui. Ok, alors 2018, donc on a voté le budget, donc comme vous allez le voir à l'écran, il est à l'équilibre, quasiment. Donc on va voter. Donc, merci pour la présentation du budget 2018. Est-ce que vous avez des commentaires ou des questions ou un élément qui pourrait vous interpeller? Rien de particulier? Je veux dire que les chiffres que vous avez au tableau sont assez clairs pour vous. Donc, on peut considérer que le bilan financier de 2018 est accepté. Est-ce qu'il y a des oppositions? Des abstentions? Non, merci. Eh bien, écoutez, il est accepté à l'unanimité. Donc, je vais passer la parole au trésorier qui va vous parler des projections 2019. Donc, à la suite de 2018, voilà 2019. Alors, 2019, il va y avoir une évolution. Parce que différentes évolutions. On a décidé d'essayer de développer l'association. Développer l'association de plusieurs façons possibles, en ouvrant d'autres permanences. C'est-à-dire qu'en fait, au niveau du département, on a créé 2 nouvelles permanences. Bellegarde, enfin Val-Sorone, c'est le nouveau nom de Bellegarde, et Oyonnax. Et puis peut-être dans un prochain avenir, Pont-de-Vaux, c'est en cours de discussion. Donc le but de créer ces permanences, c'est d'être au plus près des consommateurs
et de faire en sorte que les consommateurs aient quelqu'un de l'association qui soit là pour les aider en cas de litige. Donc le but, c'est finalement d'espérer avoir davantage d'adhérents puisqu'on est plus proche des consommateurs. Enfin, c'est comme ça qu'on espère que c'est ira. En tout cas, dans les deux premières créations, c'est-à-dire Bellegarde et Oyonnax, on a déjà eu des adhésions, donc on espère que ça va continuer. Donc ensuite, ce qu'on a l'intention de faire, c'est d'équiper les permanences, d'équiper en matériel informatique, entre autres parce qu'il faut savoir que pour l'instant, il y a des permanences qui ne sont pas équipées, c'est-à-dire que les bénévoles viennent soit avec leur matériel personnel, soit sans matériel du tout. Donc on a un objectif, c'est d'équiper toutes les permanences de façon que tout le monde puisse travailler de la même façon. Donc de la même façon, ça veut dire avec la même efficacité que ceux qui sont équipés. Ensuite, au-delà du matériel, ce qu'on souhaite aussi, c'est faire de la formation pour les bénévoles. Donc tout ça nous conduit à augmenter notre budget et on prévoit un budget de 53 240 €. Donc ce budget, c'est grosso modo c'est le budget de fonctionnement de 2018 plus l'équipement de toutes les permanences à mesure du possible et la formation des bénévoles, parce que comme l'a rappelé tout à l'heure Daniel, on a de nouveaux bénévoles, donc évidemment, pour qu'ils soient efficaces, il faut qu'ils soient un minimum formés. Voilà, donc on a un budget de charge qui passe de 42 000 à 53 000 €. Alors comment on va faire? Eh bien, c'est toujours pareil, hein, c'est sur les plusieurs leviers. Hein. Les principaux leviers, c'est les cotisations des adhérents. Ça, ce sera un levier important. Mais pas seulement, puisqu'on compte aussi sur les subventions de l'État, alors pas forcément les mêmes que celles qu'on a eues en 2018, mais par contre on a des subventions, par exemple pour la formation qu'on n'avait pas demandé en 2018, qu'on demande en 2019. Ensuite, il y aura toujours, pour 2019, il y aura toujours la subvention de l'emploi aidé, qu'on garde encore pendant un an. Voilà, et puis après, le reste eh bien, c'est bien sûr une cotisation qu'on espère à la hausse. D'ailleurs, c'est ce qu'on a constaté déjà depuis le début de l'année, puisque depuis le début de l'année, donc sur 3 mois, on a 20% de hausse d'adhérents et de cotisations qui vont avec. Et en plus, tout ça, bien sûr, sans augmenter la cotisation, c'est-à-dire que la cotisation, elle reste à 35 € et à 32 € pour les renouvellements. Hein. Bon, puis après, il y a des compléments de budget classiques, on peut avoir des dons, enfin bon, chaque année on en a un peu, donc on espère qu'on en aura toujours. Et tout ça devrait faire en sorte qu'on atteigne notre budget de 53 000 €. Donc, bien sûr, c'est du prévisionnel, hein, c'est pas une science exacte, mais en tout cas, on espère bien atteindre ce budget-là. Bien évidemment, si on a des difficultés à atteindre ce budget, eh bien, on adaptera. Par exemple, on étalera la formation sur plusieurs années si c'est nécessaire, mais on compte bien pouvoir tenir ce qu'on dit. Voilà, pour 2019, ce qui est prévu. Est-ce que vous avez des questions à poser à ce propos? Est-ce qu'il y a des choses qui vous étonnent ou est-ce que je ne sais pas? Bien. Merci. C'est bon. Oui. Ça marche? Oui. Merci pour ce budget prévisionnel. Donc il n'y a apparemment pas de questions et pas de commentaires. Donc nous pouvons passer au vote. Est-ce qu'il y a des oppositions pour ce budget prévisionnel 2019? Est-ce qu'il y a des abstentions? Bien, je vous remercie. Il est accepté à l'unanimité. Donc évidemment, maintenant qu'on a vu le budget prévisionnel 2019, je vais repasser la parole à Daniel Musselet qui va nous parler des orientations 2019. Je vous remercie.
Dans le rapport d'orientation de 2019, j'ai évoqué en début de séance les difficultés que nous avions à fidéliser les jeunes. C'est une des raisons qui nous conduira cette année à amplifier notre présence sur Internet par l'intermédiaire de notre site, sur lequel je vous invite d'ailleurs à vous connecter régulièrement pour vous tenir au courant de notre actualité et de l'actualité dans les domaines qui nous préoccupent, par l'intermédiaire aussi des réseaux sociaux, Facebook et Twitter, que nous commençons à investir et dont nous pensons qu'ils seront parmi d'autres un moyen efficace et moderne de faire connaître nos actions. Notre département, et c'est un sujet que nous évoquons chaque année, est très étendu. Nous nous efforçons de répartir nos permanences de la façon la plus homogène possible, ce qui nous a amené, tenant compte de leur fréquentation, à en fermer certaines et à en ouvrir récemment 3 autres dont nous espérons beaucoup pour 2019, Culose, Val-Seronne et Oyonnax. Et peut-être bientôt Pont-de-Vaux, Marc l'a évoqué, où des contacts ont été pris avec la mairie. Le siège même de notre association ici à Bourg est appelé à déménager à court terme, compte tenu des travaux qui sont prévus sur le site. Les mandats de nos représentants des usagers dans les établissements de santé prendront fin en novembre prochain. Nous les incitons bien sûr à postuler à nouveau et nous lancerons prochainement une campagne visant à susciter de nouvelles candidatures. Je précise qu'il n'est pas nécessaire d'avoir des connaissances de base dans le domaine médical ou juridique pour postuler. Ce sont des activités altruistes, enrichissantes, pour lesquelles des formations accessibles à tous sont proposées par notre partenaire France Asso Santé. Notre fonctionnement a un coût. Nous avons heureusement eu l'assurance tout récemment, Marc l'a aussi évoqué, que nous bénéficierions cette année encore d'une aide de l'État pour le salaire de notre précieuse secrétaire Fabienne. Nous continuerons, comme nous l'avons fait en 2018, à saisir toute opportunité d'obtenir des subventions de l'administration. Ce sont des procédures lourdes, chronophages, mais qui sont indispensables à la survie de notre association. Pour en finir avec le thème des finances, je confirme que nous avons décidé pour 2019 de ne pas modifier nos tarifs d'adhésion qui, par parenthèse, se situent dans une fourchette établie par notre fédération. Nous avons le souci d'être toujours plus efficaces et fiables, et dans cet esprit, nous voulons développer et enrichir l'offre de formation pour nos bénévoles. Un plan à cet effet est en cours d'élaboration et sera mis en œuvre cette année. Nous avons enfin l'intention de renouveler en 2019 nos expériences passées de conférences-débats. Un des prochains sujets traités pourrait être le dossier médical partagé, dont vous savez qu'il est en cours de déploiement sur le département de l'Ain. Nous pensons que le public a besoin d'être informé et rassuré sur cette nouveauté. En conclusion, tous les projets qui sont les nôtres et que je viens d'évoquer restent dans le domaine du raisonnable. Il n'en demeure pas moins qu'ils nécessiteront le concours de tous. Nous avons besoin de toujours plus de bénévoles susceptibles de s'impliquer dans l'une ou l'autre de nos diverses actions. Ne manquez pas de nous contacter et de nous indiquer en quoi vous pourriez nous être utiles. L'argent étant le nerf de la guerre, je vous recommande aussi, avec la plus grande énergie, de ne pas oublier de renouveler votre adhésion et je vous en remercie. Eh bien, après ces bonnes paroles, donc, de ce projet d'orientation 2019, est-ce qu'il y a des commentaires ou des suggestions ou des questions? Pas de suggestions, pas de commentaires? Vous adhérez pleinement? Écoutez, il n'y a pas d'opposition, pas d'abstention, ce rapport d'orientation est accepté à l'unanimité et évidemment, nous en reparlerons l'année prochaine si tout va bien. Bien, nous avons terminé pour les présentations des éléments, mais maintenant, évidemment, comme toute association, nous sommes obligés de suivre des procédures administratives et on doit renouveler le conseil d'administration. Et pour ce faire, statutairement, actuellement, le conseil d'administration a 9 membres et statutairement, 1/3 des membres doivent être votés, renouvelés. Étant donné les circonstances, étant donné qu'il n'y a qu'une seule personne qui a eu un mandat de 3 ans jusqu'à maintenant, c'est Monique Mignot qui démissionne et qui ne désire pas continuer, après pas mal d'années de travail.
est automatiquement sortante, elle ne souhaite pas donc recandidater, pour parler. Christian Larose, qui était également présent, démissionne pour convenance personnelle. Parmi les 7 autres administrateurs, aucun n'est arrivé au terme de son mandat de 3 ans. Ils sont tous assez récents, pas jeunes mais récents. Il a donc fallu, conformément au statut, tirer quelqu'un au sort. C'est ce qui a été fait lors du dernier CA du conseil d'administration du 1er avril. C'est le 1er avril, mais c'est tombé comme ça. Le mandat à renouveler est celui de M. Didier Charnet, qui souhaite se représenter. Nous n'avons reçu malheureusement aucune autre candidature. Parce que vous savez, chaque fois qu'on fait une assemblée générale, on a toujours le petit pouvoir ou au-dessus les appels à candidature, mais ça c'est resté vierge, donc on n'a pas d'autres candidats. Donc nous allons donc procéder au vote pour la réélection de Didier Charnet. Donc pour cela, Monique Mignon va passer avec son urne et puis les différents bulletins de vote qui vont vous être distribués. Pendant ce temps, pendant l'organisation de ce vote, je vais passer la parole à Daniel Messelet qui va nous expliquer la suite des événements pendant ce acte de vote. Merci. Merci Henri. Alors, avant toute chose, je voudrais remercier Monique Mignot et Christian Larose pour le travail qu'ils ont accompli au sein du CA. Et je souhaiterais donner la parole à Madame Minguet, directrice de la Direction départementale de la protection des populations de l'Ain, DDPPA. Madame Minguet donc va nous traiter du sujet suivant: comment une association de défense des consommateurs telle que la nôtre peut agir en complémentarité et en synergie avec un organisme tel que le sien. Et puis elle va nous présenter, je crois, une nouvelle application qui s'appelle Signal Conso. C'est bien ça? Donc, je vais passer la parole à Madame Minguet. On va lui donner un micro. Bonsoir à tous. Oui, pour l'instant je reste là et en deuxième partie je passerai à côté de l'ordinateur. Donc en fait, répondre à la question sur la complémentarité et les synergies entre UFC Que Choisir ou les associations de consommateurs et un organisme comme le nôtre, qui est un organisme d'État chargé de contrôle auprès des professionnels pour contribuer à la régulation de l'activité économique, à la lutte contre les pratiques anticoncurrentielles et puis aussi à la protection des intérêts économiques des consommateurs. C'est une question qui ne date pas d'hier, puisque les relations et la complémentarité ou la synergie sont très très antérieures. Classiquement, la DDPP est donc une administration de contrôle. Nous intervenons sur ciblage auprès des professionnels pour vérifier qu'ils respectent la réglementation, qu'ils ne commettent pas de manquement ou d'infraction. Nous avons vocation à donner suite de façon proportionnée et adaptée à ces contrôles, soit par des rappels de la réglementation pour les anomalies les plus mineures, soit par des demandes de mise en conformité dans un délai adapté à la situation, soit par des suites contentieuses. La DDPP de l'Ain établit une centaine de suites contentieuses par an, dont 70, enfin 3/4 de suites pénales. Le reste, c'est des amendes administratives que nous recouvrons nous-mêmes avec l'aide des finances publiques. Les suites pénales sont pour 90-95% proposées au parquet avec une amende transactionnelle. C'est-à-dire qu'il n'y aura pas d'audience, il n'y aura pas d'alternative aux poursuites engagées par le parquet. Le contrevenant paye une amende et la situation est close. Ce sont des situations qui visent à améliorer l'efficacité des suites judiciaires qui sont données à nos contrôles, mais dans le cadre desquelles, le cas échéant, une association de consommateurs ou une autre partie victime à l'affaire ne peut pas se porter partie civile. Donc c'est bien entendu une solution qu'on privilégie lorsqu'il n'y a pas de victime, pas de plaignant, parce que sinon il est convenu avec le parquet qu'on propose des poursuites.
qui permettent justement aux parties prenantes de se porter partie civile pour obtenir le cas échéant des dommages et intérêts. C'est une solution, la transaction pénale, qu'on ne privilégie pas non plus lorsque la situation mérite d'être mise en exergue et d'obtenir, entre guillemets, une certaine publicité par l'intermédiaire d'un audiencement qui peut être suivi par le public, qui peut être suivi par les médias, le cas échéant. Donc voilà le cœur de notre activité, et si la DGCCRF reçoit des signalements de particuliers et leur répond, nous ne sommes pas une administration qui reçoit du public au sens propre du terme, et en tout cas nous n'avons pas vocation à traiter les litiges individuels des particuliers. Nous recevons ces signalements pour nous permettre de cibler les points sur le terrain sur lesquels nous allons intervenir. Comme un certain nombre d'administrations, nous avons de moins en moins d'effectifs. Nous devons donc de toute façon fonctionner de façon plus efficace, plus efficiente et améliorer le ciblage de nos actions pour intervenir sur les cas qui sont les plus préjudiciables à l'économie, les plus préjudiciables aux consommateurs. Donc nous avons des axes qui nous sont donnés annuellement, voire pluriannuellement par notre direction générale, sous l'autorité du ministère, et nous intervenons localement dans ce contexte-là, avec également des orientations qui nous sont données par le parquet et des orientations qui nous sont données par le préfet. Donc pas de traitement individuel des litiges, et c'est là que commence la synergie avec une association de consommateurs comme UFC Que Choisir, qui est une association très installée au niveau local comme au niveau national, parce que nous échangeons en fait régulièrement des signalements avec UFC Que Choisir, soit pour se donner un conseil juridique sur le traitement d'un dossier, soit parce que nous recevons des signalements de particuliers que nous prenons en compte dans notre programmation, mais si la personne veut obtenir un appui pour le traitement de son litige, elle doit se tourner vers une association de consommateurs. Elle a d'autres alternatives également pour l'aide au traitement de son litige en dehors d'une action en justice. Dorénavant, il y a la médiation de la consommation pour lequel les professionnels sont tenus d'adhérer à un médiateur parmi ceux qui se sont inscrits au niveau national et qui doivent communiquer sur ce médiateur auprès de leur clientèle. Donc c'est un des choix qui leur est possible. Il y a également des conciliateurs de justice et des maisons du droit vers lesquelles les consommateurs peuvent se tourner pour obtenir des conseils ou un appui dans le traitement de leur litige. Donc échange de signalements, échange de dossiers pour appui juridique pour orienter le consommateur vers le traitement individuel d'un litige, mais également, comme je le disais, signalement auprès des associations de consommateurs, des dossiers qui seront transmis au parquet pour poursuite, pour que l'association de consommateurs qui souhaite se porter partie civile puisse se faire. Sachant que les associations de consommateurs, c'est peut-être plus le niveau national que local, ont également la possibilité de se porter elles-mêmes directement en action de justice pour un certain nombre de situations. Donc voilà, en résumé, c'est une action tout à fait complémentaire qui préexiste depuis de nombreuses années, pour ne pas dire des dizaines d'années, et qui, je dirais, a vocation à se renforcer. On a vu, Monsieur le Président vient d'expliquer les orientations pour 2019, une recherche d'efficacité, une interrogation sur l'action du UFC Que Choisir au niveau national, au niveau local, une amélioration du service rendu aux adhérents et au public en général. La DGCCRF est dans la même dimension. La DGCCRF est dans la même dimension, la Direction Générale de la Concurrence, de la Consommation, de la Répression des Fraudes, mais parce que ce que je n'ai pas précisé, excusez-moi, c'est que la Direction de la Protection des Populations, au niveau local, est une direction interministérielle. Dans DDPP, vous ne retrouvez pas les termes concurrence, consommation, répression des fraudes, mais en fait, les services de la DDPP regroupent à la fois des agents de la CCRF, des agents des services vétérinaires et des agents du ministère de l'Environnement qui interviennent en ce qui concerne les installations classées pour la protection de l'environnement. Donc la DGCCRF au niveau national s'inscrit dans les réflexions actuelles engagées par le gouvernement et le président de la République sur la transformation de l'action publique et la modernisation de l'action publique. Quelque chose qui a commencé en 2018, qui se poursuit en 2019, et la DGCCRF dans ce cadre-là a engagé notamment une réflexion sur sa mission d'accueil des publics. Au-delà des enquêtes, les DDPP reçoivent des publics, une à plusieurs fois par semaine. En ce qui concerne la DDPP de l'Ain, nous avons 2 demi-journées de permanence pendant lesquelles les particuliers peuvent se rendre à la DDPP, nous téléphoner, ou bien, pour obtenir des conseils sur un litige, ou bien ils nous écrivent au fil de l'eau toute la semaine, la nuit d'ailleurs, le week-end. Et puis quand ça ne va pas assez vite le lundi matin, ils nous relancent pour être sûr d'avoir une réponse.
Ce qu'on constate, c'est que d'une part, on n'est pas une administration qui a vocation à accueillir les particuliers pour traiter individuellement leurs litiges. Ce qu'on constate aussi, c'est qu'une majorité de signalements ne concerne pas notre action en fait. On sert de boîte aux lettres pour y réorienter les particuliers vers la bonne administration ou vers le bon interlocuteur. Donc il y a une réflexion importante qui est en train de se faire au niveau de la DGCCRF, au niveau national, dans le cadre de la baisse d'effectifs, pour se dire, bon, vu que nous, notre rôle, c'est de faire des contrôles pour la protection des intérêts du consommateur, pour contribuer à la régulation de l'économie, il faut qu'on arrive à dégager de la marge de manœuvre et peut-être à s'appuyer plus sur l'environnement institutionnel, médiateur de la consommation, conciliateur de justice, maison du droit, association de consommateurs, pour que chacun aille plus loin dans le rôle qui lui est dévolu et que l'ensemble de ces acteurs puissent travailler plus efficacement chacun sur leur cœur de métier. Alors, une fois qu'on a dit ça, la réflexion sur l'accueil des publics est en cours au niveau de la DGCCRF. On pourrait s'orienter vers une restriction, voire une suppression de l'accueil téléphonique et physique en DDPP pour le public. Ils pourront continuer à nous écrire, mais pour obtenir des conseils sur leur litige, il vaudra mieux qu'ils se tournent vers les organismes ou les institutions qui sont dédiées aux conseils individuels sur le traitement des litiges. Et ceci étant dit, d'abord, cette perspective n'est pas encore validée, mais au-delà de ça, ça ne révolutionnera de toute façon pas le lien entre la DDPP et les associations de consommateurs. Il sera quasiment identique puisque déjà les superpositions sont marginales. Et le report vers les associations de consommateurs éventuellement sera assez minime compte tenu de la répartition territoriale. Voilà. Voilà ce que je peux vous dire de l'existence qui concerne les relations et les synergies entre la DDPP et les associations de consommateurs et les perspectives qui pourraient se dessiner. Mais tout ça fait bien entendu l'objet d'échanges, non seulement de réflexion interne à la DGCCRF, mais aussi d'échanges entre la DGCCRF et les sièges, les têtes nationales, les réseaux des associations de consommateurs, pour qu'il y ait une parfaite complémentarité. Et je vais passer maintenant donc, à la présentation d'un nouvel outil en cours d'expérimentation, lancé par la DGCCRF, toujours dans le cadre de cette recherche de modernisation de l'action publique. Il y a beaucoup de volets qui concernent différentes administrations, dont la DGCCRF, différents ministères, beaucoup de volets qui s'appuient notamment sur le numérique. Le numérique parce que pour recruter des jeunes consommateurs, des jeunes particuliers pour qu'ils nous signalent leur litige, c'est un des vecteurs complémentaires et incontournables dorénavant, tout en gardant en tête qu'il faut avoir un outil simple, réactif, parce que les gens n'aiment pas passer des heures sur un outil dématérialisé si on veut avoir du débit, du volume. Donc en complément, je dirais, de cette évolution que je vous tissais sur les perspectives de relations entre la DGCCRF, les DDPP, donc au niveau local, et les associations de consommateurs, l'outil que je vais vous présenter est un outil au service des consommateurs qui peuvent trouver un énième média vers lequel se tourner pour pouvoir au moins faire remonter un litige qu'ils ont rencontré, et puis on va voir comment ils peuvent obtenir aussi des prémices de réponse. Donc je charge la présentation. Alors c'est un outil dans le cadre des réflexions sur la transformation de l'action publique et la modernisation de l'action publique en général, au niveau ministériel, au niveau du gouvernement et au niveau même interministériel, il y a un certain nombre... Non, ça marche pas. Ça marche. Il y a un certain nombre de réflexions qui sont en cours, et puis les ministères s'appuient sur une structure interministérielle en charge du pilotage des chantiers informatiques et avec des méthodes dites agiles qui sont en fait des méthodes basées sur la construction en cours d'expérimentation. On associe les différentes parties prenantes, donc au cas d'espèce sur cette application qui s'appelle Signal Conso, les professionnels qui seront destinataires des signalements, en quelque sorte, les particuliers qui seront les émetteurs des signalements, et tout le monde travaille ensemble sous l'égide d'une mission projet qui pilote le dispositif pour avoir développé un prototype, le mettre en test dans une première région, le mettre en test dans une deuxième région depuis 2 semaines, c'est la région Auvergne-Rhône-Alpes, et continuer de recevoir les remarques des particuliers, des professionnels, des DDPP pour améliorer l'outil et puis progressivement prendre en compte les biais ou les bonnes pratiques qui méritent d'être rajoutées dans l'outil. Donc l'application s'appelle Signal Conso, elle est déjà accessible. Elle est en test, mais ça veut dire qu'elle est déjà accessible.
dans cette présentation. Et si vous cherchez sur un moteur de recherche Signal Conso, vous allez tomber sur l'adresse URL qui vous permet d'y accéder et vous-même de vous en servir. C'est ça, voilà. Donc l'objectif, c'est une meilleure efficience du droit de la consommation et de la protection des consommateurs. L'objectif aussi, c'est de simplifier la démarche actuelle pour le recueil des signalements des particuliers, c'est d'adopter une ergonomie qui soit adaptée, un vocabulaire simplifié et un outil qui soit automatisé pour que ce soit rapide et intuitif. Il faut également faire attention à ce que le signalement qui est obtenu sur cette application soit simple, mais que le consommateur ne s'attende pas à avoir une réponse circonstanciée comme il en obtient une quand il saisit la DDPP. Quand un consommateur nous demande une information, soit ça ne nous concerne pas, on le réoriente vers la bonne structure, et c'est bon, on le fait parce qu'on a l'habitude, parce qu'on connaît notre environnement institutionnel, mais on aimerait autant pouvoir se concentrer vers les enquêtes ou vers les demandes d'informations qui ont une valeur ajoutée, y compris pour que le consommateur obtienne des informations sur la défense de ses droits. Sur cette application-là, ce ne sera pas le cas. On est sur une réponse, on prend en compte le signalement, on n'a pas forcément à apporter une réponse au consommateur qui soit circonstanciée, adaptée à son signalement. Donc, néanmoins, catégorie par catégorie, l'outil est construit de telle sorte que le consommateur puisse recevoir une réponse automatique qui lui donne les moyens de se tourner vers les grandes lignes de la réglementation qui sera adaptée à son cas, ou qui lui donne des pistes pour aller vers la bonne structure à même de l'aider à résoudre son cas. Éventuellement, on va le renseigner aussi sur les voies judiciaires ou extrajudiciaires auxquelles il peut recourir, mais ça ne constitue pas une saisine officielle de la DGCRF et ça ne génère pas automatiquement un contrôle. Et puis les données sont ouvertes aux professionnels qui le souhaitent. Donc, actuellement, dans le cadre de la construction d'outils, j'ai prévu des diapos qui vous montrent à quoi ça ressemble après. Chaque signalement concerne un professionnel et est adressé par l'équipe projet à ce professionnel pour qu'il en tienne compte et qu'il dise si oui ou non il a l'intention d'en tenir compte pour changer sa pratique. En tout cas, l'anomalie qui a été signalée ou qu'il explique qu'il ne se sent pas concerné parce qu'en fait le consommateur a mal compris, etc. À terme, la réflexion est encore en cours de savoir si l'outil enverra les signalements directement aux professionnels ou bien si la plateforme comportera un espace professionnel pour que les professionnels volontaires se connectent dessus et prennent connaissance des signalements qui les concernent. On ne sait pas encore si on est dans une démarche d'envoi ou d'implication participative de la part des professionnels sur la plateforme. Donc c'est une méthode de développement, comme je le disais, sous forme start-up, agile, incrémentale, expérimentale, avec une équipe dédiée. Donc le site internet dont l'adresse URL est celle-ci sera adapté pour les mobiles. Le consommateur devra nécessairement donner son adresse électronique, mais il a la possibilité de cocher une case selon laquelle il veut rester anonyme dans le cadre de son signalement. Et les signalements sont transmis aux professionnels, d'une part, comme je le disais, mais aussi au DDPP de la région d'expérimentation, au DDPP dans le ressort territorial et départemental de laquelle se situe le professionnel qui est signalé par le particulier, pour que, si le signalement perdure, si le professionnel ne répond pas qu'il l'a pris en compte et qu'il a apporté des modifications, on puisse éventuellement cibler un contrôle. Donc c'est là où on voit qu'on peut à la fois avoir un effet autorégulateur de la part des professionnels, quand ils prennent connaissance des signalements qui les concernent, et puis si ça ne s'améliore pas spontanément, les DDPP peuvent intervenir sur ciblage. Donc voilà le planning. Donc ça a commencé en milieu d'année 2018 avec une première expérimentation lancée en Centre-Val-de-Loire en décembre. En avril, la région Auvergne-Rhône-Alpes est associée. On a commencé à recevoir nos premiers fichiers la semaine dernière. Et puis petit à petit, pour l'instant l'expérimentation concerne 2 régions, concerne la distribution, les restaurateurs, etc., mais pas les prestataires de services, ni les sites internet pour des raisons technologiques. C'est 2 modes de commercialisation qui vont être introduits petit à petit dans l'application. Et puis fin 2019, ça devrait être étendu au plan national, sachant qu'entre-temps, tous les remarques et toutes les observations et les plus et les moins de l'application auront été pris en compte pour faire progresser l'outil. Voilà. Aïe, c'est tout petit. Ah là là. Alors ça, c'est le site internet. J'ai eu du mal à mettre les diapos dessus. Et en plus, ça reste tout petit. Alors, comment je fais ? En tout cas,
En haut, c'est marqué, le caractère le plus gros, c'est écrit comment ça marche. C'est un espèce de mode d'emploi du site qui vous explique de façon très intuitive comment on se sert de l'application. Et ensuite, oui, ça reste tout petit, voilà. Vous avez cette page-là qui est la page de signalement. Je vais y aller. Donc, on rappelle que ça permet de signaler un problème aux commerçants et à la répression des fraudes, que c'est une expérimentation qui est limitée à 2 régions. Ici en bas, il y a une phrase d'avertissement qui indique aux consommateurs qu'il n'aura pas une réponse individualisée et que ça pourra être orienté vers le professionnel ou vers une DDPP, mais pas forcément pour donner lieu à une plainte immédiatement, enfin en tout cas pas donner lieu à un contrôle immédiatement, mais qu'en tout cas le signalement est bien pris en compte dans l'application pour soit que le professionnel en tienne compte, soit qu'à terme ça donne lieu à un contrôle. Et puis ensuite, ici c'est marqué quel est le problème, et là vous avez différents espaces qui vous permettent de cibler le problème concerné. Un problème de publicité, un problème d'hygiène chez un commerçant, un problème de pratique trompeuse, un problème de tarif, etc. Et quand vous cliquez sur l'un de ces espaces, ça continue de vous guider dans votre signalement. Et là, c'est toujours illisible, mais bon. Là, on a le problème. Donc moi, j'avais cliqué problème signalement en matière d'hygiène. Donc là, on vous dit, c'est quoi le problème? Vous avez des petites puces. C'est le personnel qui n'est pas propre. C'est l'hygiène du personnel, c'est les locaux qui sont sales, c'est que vous avez constaté des animaux, il y a un problème de manipulation des denrées, ou bien un autre problème, et si on clique là-dessus, ou même si on clique sur une autre puce, vous basculez sur une autre page avec un champ libre qui vous permet d'expliciter un peu plus ce que vous avez constaté. Ça vous permet également d'indiquer l'horaire et la date à laquelle vous avez constaté l'anomalie. Vous avez également ici un champ qui vous permet, je reviens en arrière, qui vous permet d'identifier le professionnel en donnant son nom, son adresse, etc. En fait, tous les éléments qui permettent à l'équipe projet d'écrire aux professionnels concernés, même si c'est une petite boulangerie ou un restaurant ou un hypermarché, et aux professionnels de connaître le problème avec les détails, la description du problème, qui lui permettent de prendre en compte le signalement pour améliorer ses pratiques. Et puis si de semaine en semaine, on s'aperçoit que le signalement ou que les signalements s'empilent pour un commerce donné sur le même type de problème, à ce moment-là, les DPP ont également l'information de toute façon en temps réel et peuvent également diligenter un contrôle pour aller voir ce qui se passe concrètement sur place. Et on en revient à ce que je disais au départ, en fonction des anomalies qu'on va constater, en fonction de la situation, on donnera le type de suite adapté, remise en conformité sous un délai donné, rappel de la réglementation, ou suite contentieuse si on estime que ça le justifie. Voilà, c'est tout. Donc vous pouvez déjà, je ferai passer, si le président est d'accord, des affiches et des formulaires qui vous permettent de prendre connaissance de l'adresse URL de l'application pour que vous puissiez, si ça vous intéresse, vous rendre sur l'application, la tester, faire un signalement si dans un acte de consommation vous constatez quelque chose dont vous trouvez que c'est anormal. Voilà. Je vous remercie pour votre attention. Merci Mme Maguet. Est-ce que dans les signalements, une question ici. Est-ce que dans les signalements, on peut joindre photos et vidéos? Je ne sais plus. Je vérifierai et quand je ferai passer les formulaires pour communiquer sur l'adresse URL, je vous l'indiquerai. Ou d'ici là, vous l'aurez peut-être constaté vous-même, mais je vous l'indiquerai. Oui, oui. C'est possible, hein. De mémoire, je crois que c'est possible parce que ça peut effectivement être une valeur ajoutée indispensable dans certains cas de figure. D'accord. Donc, merci de cette présentation intéressante. C'est d'un outil qui devrait être très utile. Pour la petite histoire, j'avais déjà répercuté l'info sur Facebook et sur Twitter ce jour dernier. Est-ce que Madame Darbon, est-ce que Monsieur Croissando souhaite prendre la parole? Merci, Monsieur le Vice-président. Salut, Monsieur Coton, Président. Je vous souhaite un bon rétablissement. Je viens toujours à votre Assemblée Générale avec beaucoup de plaisir parce que j'y apprends beaucoup de choses chaque fois. Je voulais souligner votre dynamisme. Bien sûr que vous continuez à défendre, à représenter
les usagers, parce qu'ils ont besoin d'être défendus. Et puis, vous êtes toujours dans l'action avec beaucoup d'efficacité et de fiabilité. Je crois que vous faites un travail irremplaçable dans ce qui est de la défense des usagers. J'ai noté, et c'est à souligner quand même, une hausse du nombre de bénévoles, ça c'est quand même important. C'est dire que les usagers viennent ici chercher des infos, mais s'engagent aussi, et ça c'est quelque chose qui est à souligner. Vous allez ouvrir de nouvelles permanences. Alors j'espère que les financements vont suivre également pour vous permettre de mener à bien vos actions. Vous êtes vraiment une association qui est en mouvement permanent. Au niveau de la ville de Bourg, nous agissons dans un autre domaine, mais aussi pour l'intérêt des usagers. C'est par rapport aux droits des usagers, droits notamment droits sociaux, et on est engagé dans des actions en partenariat avec la Caisse d'allocation familiale et le Conseil départemental sur l'accès aux droits qui nous semble très important, et d'autant plus que, vous l'avez dit, et c'est normal, le numérique a envahi la sphère familiale, si je peux dire, et maintenant tout passe par le numérique, et je pense qu'il y a besoin quand même de former les personnes, de faire attention aux arnaques, mais je crois que c'est votre souci aussi. Voilà, je ne peux pas vous en dire plus. Je salue quand même tout le travail que vous réalisez à travers le département de l'Ain et sur Bourg-en-Bresse. Merci. Monsieur Passero. Merci. Monsieur le Président, bonjour, très heureux de vous voir parmi nous. Mesdames, Messieurs, alors, la Banque de France, alors, pourquoi suis-je là? Parfois on s'interroge. Alors c'est pas parce qu'on a beaucoup parlé d'argent dans cette assemblée, enfin, j'y étais sensible, je vois que les comptes sont équilibrés, on est toujours attentif à cela. On a parlé de coopération, et là j'étais tout à fait sensible à cette action de coopération, donc avec la DDPP, la DGCCRF, avec la ville de Bourg. Je crois beaucoup en le rassemblement des forces sur ces grands sujets que vous maîtrisez parfaitement et sur lesquels vous œuvrez, ces grands sujets de la défense du consommateur, des citoyens en général. Nous sommes, nous aussi, dans une proportion bien plus modeste que la DDPP et que nos contributions, dans cet objectif de service aux populations, de service aux consommateurs, aux citoyens. Alors dans les sujets maîtrisés par la Banque de France, bien sûr, et c'est là où on retrouve un peu les questions d'argent, la Banque de France a en charge notamment le contrôle des banques, des assurances, et dispose depuis quelques années maintenant d'une direction à l'autorité de contrôle prudentiel et de résolution, d'une direction des pratiques commerciales. Donc ce sujet des pratiques de la consommation des services bancaires, puisqu'on a bien des consommateurs également auprès des banques, il ne faut pas l'oublier. Les banques sont des prestataires de services, et nous sommes les consommateurs, et il est bon de temps à autre de le rappeler, surtout aux banques. Donc ça c'est un sujet qui nous est cher, bien évidemment. Au-delà de ça, nous sommes également, nous œuvrons dans un domaine qui est vaste, qui est le domaine de l'inclusion bancaire. Alors qu'est-ce que l'inclusion bancaire? C'est beaucoup de choses, hein. C'est permettre aux consommateurs, aux citoyens, d'accéder aux services bancaires, aux populations les plus fragiles, bien évidemment, mais plus généralement à l'ensemble des citoyens. C'est le traitement, bien sûr, du surendettement, c'est le droit au compte, on a parlé de l'accès au droit, c'est un élément important. C'est également d'autres sujets comme l'éducation financière, qui est un sujet important. L'éducation financière, c'est donner la bonne information aux citoyens pour leur permettre de décider tout au long de leur vie, de bien décider ou de mieux décider. Donc voilà, je crois qu'on se retrouve sur un certain nombre de ces sujets, et c'est ce pourquoi je souhaitais, par ma présence, témoigner de tout le soutien de la Banque de France, même s'il faut encore, son rôle est modeste dans votre action, soutien de la Banque de France à vos actions, et effectivement, je suis tout à fait en phase avec ce qui a été dit autour du dynamisme et de l'intérêt de votre association. Merci et bonne fin d'assemblée. Merci à vous, M. Passando, pour ce soutien chaleureux. Est-ce que nos amis grenoblois souhaitent s'exprimer, pas spécialement? Jacques, tu veux dire deux mots?
Alors, est-ce qu'on a les... Oui, on a les résultats du scrutin. Je vous passe la parole. Bien, effectivement, nous avons... Alors, excusez-moi, je n'ai pas pris les lunettes, mais je vais y arriver à lire. Non, je plaisante. Bien, je pense qu'il n'y a plus de questions dans la salle. Alors on va pouvoir faire le tour maintenant. Donc, on demandera après. Alors, le nombre de votants présents ou représentés, c'est 74, dont 30 pour. Si vous préférez, c'est 34, je peux le dire aussi. Bulletin nul, 0. Bulletin valide, 74. Didier Charnet a obtenu 74 voix. Toutes nos félicitations et merci. Excellent résultat. Vous parlez avec quelqu'un? Est-ce que dans la salle, quelqu'un souhaite poser des questions, souhaite des éclaircissements, souhaite prendre la parole, faire un commentaire? Sinon, on va encore prendre 1 minute 54 de votre temps, je crois, pour vous présenter une brève vidéo qui a été construite par la fédération de l'UFC de choisir, si la technique veut bien nous suivre. Et puis ensuite, on ira se rassembler autour du pot de l'amitié. Merci Christian. Encore merci à toutes et à tous de votre présence importante. Et à table.